Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 5 artistes de cirque dont le travail avec des animaux captifs s'est terminé en tragédie, allant d'un dresseur entraîné dans l'enclos d'un ours à un entraîneur tiré sous l'eau lors d'une cascade qui a mal tourné. Mais d'abord, nous commençons à Springfield, dans l'Illinois, où une surface glissante a transformé une performance de routine en une attaque mortelle. C'était le 17 août 2018 à Springfield, dans l'Illinois, quand un cirque itinérant a monté son grand chapiteau sur le terrain de foire poussiéreux juste à l'extérieur du centre-ville. La chaleur de l'été pesait lourdement sur les tentes en toile et les remorques métalliques qui formaient la maison temporaire du cirque de la famille Keller, une petite entreprise qui parcourait le Midwest depuis 3 générations. À l'intérieur du chapiteau principal, un ring de 36 pieds en acier était prêt pour le numéro de lion du soir. L'air sentait le pop-corn, la sciure et le léger musc des grands félins logés dans des cages de transport derrière la zone de spectacle. Adrian Keller avait 47 ans et travaillait avec des lions depuis ses 20 ans, apprenant le métier de son père. C'était un homme d'âge moyen, avec des mains calleuses et une confiance tranquille née de ses années de lecture du comportement des animaux. Adrian avait récemment intégré un nouveau lion mâle dans le groupe, un animal de 420 livres acheté à un autre établissement. L'intégration avait été lente et le nouveau mâle hésitait encore à certains signaux lors des répétitions. Marco Diaz, un dresseur de 34 ans connu pour son approche méthodique, aidait Adrian dans la transition. Marco vérifiait 2 fois les verrous et portait un bouclier pendant les spectacles, toujours placé près de la porte intérieure de la poterne. Tasha Reed, âgée de 29 ans, gérait les machines à brouillard et l'éclairage. Le docteur Leon Burke, consultant vétérinaire de 51 ans, observait depuis la touche, surveillant les niveaux de stress des lions et leur progression d'acclimatation. Ce soir-là, l'équipe a préparé la piste alors que la foule s'installait dans les gradins. Le numéro précédent avait utilisé un support d'équipement qui s'était renversé pendant le changement de décor, atterrissant près du rail de la porte guillotine intérieure. Les machines à fumer de Tasha avaient laissé un film mince de résidus au glycol sur le tapis de performance, créant une surface glissante sous les lumières vives. L'un des dresseurs habituels était tombé malade, laissant l'équipe en sous-effectif. Pendant le dernier passage en revue, Marco a remarqué que le nouveau lion mâle hésitait au claquement de fouet et au bâton cible. La porte intérieure du sas tournait plus lentement que d'habitude avec le support renversé, obstruant partiellement sa piste. Les lions d'Afrique sont des prédateurs de premier plan originaires des savanes et des prairies d'Afrique subsaharienne. Les mâles adultes peuvent peser entre 330 et 550 livres, avec des mâchoires puissantes capables d'exercer plus de 650 livres de pression par pouce carré. Ce sont des animaux sociaux qui établissent des hiérarchies au sein des troupeaux, et les mâles sont particulièrement sensibles à la pression spatiale et aux défis perçus. En captivité, les lions conservent leurs instincts de prédateurs et le stress ou la confusion peuvent déclencher des comportements défensifs ou opportunistes. L'espèce dépend de rafales de vitesse explosive sur de courtes distances et leurs membres antérieurs sont équipés de griffes rétractables pouvant mesurer jusqu'à 1,5 pouces de long. L'acte a commencé comme prévu. Adrian est entré dans l'arène avec son bâton cible et son fouet, guidant les 3 lions sur leur plateforme. Les 2 lions familiers ont exécuté leur saut et leur position assise sans problème. Mais le nouveau mâle a hésité, restant sur le sol au lieu de monter sur sa plateforme. Adrian recula pour rediriger l'animal, se déplaçant entre le groupe et la sortie, partiellement bloquée. Le talon de sa botte glissa sur le résidu glissant du liquide de brouillard et il perdit l'équilibre. Le bâton cible tomba sur le tapis alors que la posture d'Adrian se baissait, son dos maintenant tourné vers le nouveau mâle à une distance d'environ 6 pieds. Le nouveau mâle réduisit la distance en une seule ruée. L'épaule du lion a frappé le côté d'Adrian et l'impact l'a complètement projeté au sol. En quelques secondes, un deuxième lion s'est approché, plaquant le haut du corps d'Adrian contre le tapis avec son poids. Le nouveau mâle a mordu profondément le côté droit du cou et de l'épaule d'Adrian, ses canines pénétrant profondément dans les tissus mous. La pression empêchait Adrian de se lever ou de crier. Son bras droit était coincé sous les pattes avant du deuxième lion et ses jambes ont brièvement donné des coups avant de s'immobiliser. Marco et le reste des dresseurs ont avancé avec des planches boucliers, criant des ordres et actionnant des klaxons à air CO2. Les lions n'ont pas immédiatement lâché prise. La porte intérieure a commencé son cycle, mais le pied de l'équipement renversé a ralenti son mouvement. Tasha a couru pour dégager l'obstacle tandis que le docteur Burke appelait une réponse médicale d'urgence à la radio. Après ce que les témoins ont estimé plus tard comme étant 20 à 30 secondes, les gardiens ont réussi à repousser les lions en utilisant des bâtons de contrôle et la porte a finalement été dégagée. Les témoins ont ensuite précisé que la durée exacte n'était pas claire dans le chaos. Ce qui semblait être une demi-minute pourrait avoir été plus proche de 15 secondes.
Adrian a été tiré à travers la herse et sur le sol à l'extérieur de l'enceinte. Son cou montrait des lacérations profondes du côté droit, avec des dommages tissulaires significatifs s'étendant de la base de la mâchoire à la clavicule. L'épaule droite était écrasée et des plaies par perforation étaient visibles sur le haut de la poitrine. Ses voies respiratoires étaient obstruées et il ne répondait pas. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes et ont tenté une réanimation, mais Adrian n'avait pas de pouls et ne respirait pas. Il a été déclaré mort sur les lieux. La cause du décès était une asphyxie due à une compression des voies respiratoires combinée à une blessure traumatique des principaux vaisseaux sanguins dans le cou et l'épaule. Le cirque de la famille Keller a annulé le reste de sa tournée à Springfield. Le département de l'agriculture des États-Unis a lancé une enquête sur l'incident, examinant la conformité de l'établissement à la loi sur le bien-être des animaux et les protocoles de sécurité. La famille d'Adrian a publié un bref communiqué exprimant leur chagrin et demandant le respect de leur intimité. Mais la mort d'Adrian Keller n'était pas la seule tragédie à frapper le monde du cirque ces années-là. 2 ans plus tard, à Tulsa, Oklahoma, la dresseuse Meredith Shaw a fait face à un moment fatal impliquant un tigre du Bengale de 500 livres et une porte de tunnel non sécurisée. C'était le 22 février 2020 à Tulsa, Oklahoma, quand un cirque régional se préparait pour sa représentation de l'après-midi au parc des expositions. Le pavillon du bétail de l'installation avait été converti en un lieu temporaire pour grands félins avec des cages de détention positionnées dans une baie climatisée adjacente à l'arène principale de spectacle. Un tunnel de transition de 28 pieds connectait la zone de détention à une cage de spectacle de 36 pieds avec panneaux en acier permettant aux soigneurs de déplacer les animaux en toute sécurité entre les espaces. Le tunnel était équipé d'un système d'écluses à double porte, conçu pour éviter tout contact direct pendant les transferts. À l'extérieur, des rafales de vent causées par un front chaud inhabituel secouaient les portes du hangar et l'une d'elles avait été calée ouverte pour ventiler la zone de détention. Meredith Shaw avait 31 ans et travaillait avec de gros félins depuis 6 ans. Elle a commencé comme assistante de ring avant de se former sous des dresseurs vétérans, se spécialisant finalement dans les protocoles de transfert et les signaux comportementaux. Cet après-midi-là, elle était responsable de guider un tigre du Bengale mâle de 500 livres de la zone de quarantaine vers la cage de performance à l'aide d'une ligne de leurre avec une pochette de viande attachée. Rick Nolan, un manutentionnaire de tunnel de 41 ans, était posté aux commandes de la porte pour gérer le minutage et vérifier que les goupilles de verrouillage étaient engagées et les mousquetons accrochés. Janelle Ortiz, 26 ans, travaillait comme assistante de ring, positionnant des perchoirs à l'intérieur de la cage de spectacle. Curtis Lamb, 38 ans, servait de responsable de la sécurité, appliquant les procédures à double porte. L'installation avait été précipitée ce matin-là en raison d'un conflit d'horaires. Lors d'une courte inspection, Rick a remarqué un léger désalignement dans les panneaux du tunnel et les a refixés, mais au milieu du bruit des équipements en mouvement, un rappel verbal pour verrouiller le goupillon intérieur est resté sans réponse. Le vent venant de la porte baie ouverte portait l'odeur de l'appât dans une direction imprévisible, et pendant la répétition, le tigre avait suivi l'appât avec une intensité inhabituelle. Janelle et un autre assistant repositionnèrent les perchoirs lourds, tandis que le tigre était mis en scène, laissant moins de mains disponibles pour surveiller le tunnel. Les tigres du Bengale sont parmi les plus grandes sous-espèces de tigres, originaires du sous-continent indien. Les mâles adultes peuvent peser entre 400 et 570 livres, avec des corps musclés adaptés à la chasse à l'embuscade. Leurs mâchoires peuvent exercer une force de morsure dépassant 1000 livres par pouce carré, et leurs dents canines peuvent atteindre des longueurs de 3 pouces. Les tigres sont des prédateurs solitaires de haut niveau avec des sens aigus de l'odorat et de l'ouïe. Ils comptent sur la furtivité et la puissance explosive, capables de couvrir de courtes distances à des vitesses allant jusqu'à 40 miles par heure. En captivité, les tigres conservent leur instinct de prédateur et les facteurs de stress environnementaux tels que les odeurs ou les sons inconnus peuvent déclencher des réactions défensives ou opportunistes rapides. Le transfert a commencé lorsque la musique a pris de l'ampleur. Le tigre a été relâché de la cage de détention dans le tunnel et Meredith se tenait près de la porte côté arène tenant la ligne d'appât pour guider l'animal dans la cage de performance. En raison d'un emploi du temps serré et d'un personnel réduit, Meredith a travaillé plus près de la porte du tunnel que ce que le protocole de sécurité permettait normalement. La goupille de verrouillage intérieur n'avait pas été complètement verrouillée et le mousqueton sécurisant la porte est resté non attaché après la remise en place précipitée. Alors que le tigre avançait, il exerçait une pression contre la porte intérieure. La porte se pliait, créant un espace initial de près d'1 pied. Sous le poids du tigre et la pression répétée, les panneaux s'inclinèrent davantage, permettant à l'animal de se frayer un chemin. Meredith était à portée de main, concentrée à repositionner la ligne de leurre pour corriger la trace olfactive altérée par le vent. Le tigre a surgi à travers l'ouverture d'un bond court et puissant.
L'impact a frappé le torse de Meredith et l'a repoussé vers le panneau du tunnel. Les mâchoires du tigre se sont refermées sur son épaule droite et le haut de sa poitrine, les canines pénétrant profondément dans le tissu. Le bras gauche d'Eridith se leva par réflexe, mais le poids du tigre la plaqua contre la structure métallique. Ses jambes fléchirent et elle tomba en position assise, tandis que le tigre maintenait sa prise. Rick et Curtis se déplacèrent immédiatement, saisissant des planches de protection du râtelier à proximité. Ils crièrent des ordres et positionnèrent les planches d'entre eux et l'animal. Curtis fit retentir une corne à air comprimé au CO2, le son aigu résonnant dans le tunnel. Le tigre ne lâcha pas prise. Rick a utilisé une perche de contrôle sur l'épaule du tigre, essayant de créer un levier pendant que Curtis s'efforçait de fermer la porte pliée. Le tigre a déplacé sa prise, traînant Meredith plusieurs centimètres plus profondément dans le tunnel. Son bras droit pendait mollement et du sang s'étalait sur sa chemise et le sol du tunnel. Après environ 15 secondes, la pression combinée des panneaux de protection, du klaxon à air et du poteau de contrôle a permis au tigre de céder suffisamment d'espace pour que Curtis puisse fermer la porte intérieure. Le tigre s'est retiré dans la cage de performance et Rick a sorti Meredith par la porte latérale de retenue. Son épaule droite et le haut de sa poitrine présentèrent de profondes lacérations avec muscles et os exposés. L'artère subclavière avait été sectionnée et une hémorragie massive était évidente. Sa respiration était superficielle et irrégulière et elle a perdu connaissance en quelques instants. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, mais Meredith n'avait pas de pouls détectable. Les efforts de réanimation se sont poursuivis pendant le trajet vers l'hôpital, mais elle a été déclarée morte peu après son arrivée. La cause du décès était une exsanguination due à une blessure vasculaire traumatique. Le cirque a annulé ses représentations restantes à Tulsa. Le département de l'agriculture des États-Unis a ouvert une enquête se concentrant sur l'entretien des portes et le respect des protocoles de double porte. Les groupes de défense locaux ont renouvelé leurs appels pour des réglementations plus strictes sur les spectacles itinérants avec de grands félins. Le tigre a été mis en quarantaine puis relocalisé dans un sanctuaire. La mort de Meredith Shaw a souligné les risques liés à la manipulation des grands félins. Moins d'1 an plus tard, à Billings, Montana, le dresseur Brian Caldwell commettrait une erreur fatale lors d'un nourrissage de routine impliquant un ours brun de 600 livres et une porte coulissante qui ne s'est pas verrouillée. C'était le 3 mars 2021 à Billings, Montana, lorsqu'un petit numéro animalier indépendant se préparait pour sa performance du soir dans un parc des expositions à la périphérie ouest de la ville. Derrière le chapiteau principal, un enclos de retenue de 3 mètres 60 par 5 mètres construit en treillis d'acier lourd de 2 mètres 40 abritait un ours brun entre les spectacles. L'enclos comprenait une porte coulissante conçue pour permettre aux soigneurs de livrer la nourriture sans entrer dans l'enclos. Le protocole de contact protégé prévoyait l'utilisation d'un couloir, mais le bac à nourriture ce jour-là était placé directement à l'intérieur du seuil. Le bruit de l'équipement provenant d'un générateur voisin créait un bourdonnement de fond constant, et l'air froid de mars portait l'odeur du bétail des enclos adjacents. Brian Caldwell avait 38 ans et travaillait avec The Animal Act depuis 4 ans. Il avait une expérience préalable dans la gestion du bétail et était connu pour son approche pratique et sa volonté de résoudre les problèmes. Brian était responsable de l'alimentation et de l'entretien de l'enclos. Dana Wu, une technicienne animalière de 33 ans, gérait les registres alimentaires et avait signalé des préoccupations concernant le rail de la porte coulissante. Pete Harrow, 47 ans, a servi comme charpentier de stylos et était sur place pour s'occuper de la porte coulissante collante qui nécessitait un coup de maillet. Alma Price, 54 ans, travaillait comme régisseuse, coordonnant les voies de circulation dans le parking arrière. L'ours venait de terminer sa routine de performance et passait en mode alimentation. Les ours bruns montrent un appétit accru, en particulier lors du premier repas de la journée, et l'animal n'avait pas été nourri depuis le début de la matinée. Pete avait remarqué que le gravier dans le rail de la porte coulissante faisait légèrement rebondir la porte lorsqu'elle était fermée, l'empêchant de se verrouiller correctement. Des rideaux occultants séparaient la zone de crayon de la zone principale de mise en scène, limitant la ligne de vue et la communication claire. Brian avait reçu l'instruction d'attendre que Pete termine la réparation de la piste avant de nourrir, mais le calendrier était serré et l'ours montrait des signes d'agitation. Les ours bruns sont de grands mammifères omnivores originaires d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Les mâles adultes peuvent peser entre 400 et 800 livres. Ils possèdent une force immense et peuvent donner des coups avec leurs pattes avant qu'ils écrasent les os. Leurs mâchoires exercent une force de morsure d'environ 1200 livres par pouce carré et leurs griffes peuvent mesurer jusqu'à 4 pouces de longueur. Les ours bruns sont des mangeurs opportunistes avec un sens aigu de l'odorat
Les stimuli alimentaires peuvent déclencher une concentration intense et des mouvements rapides. Toute intrusion spatiale perçue lors de l'alimentation peut provoquer une agression défensive. Brian s'est approché de l'enclos avec un bac de nourriture contenant du poisson et des croquettes. La porte coulissante était partiellement fermée mais pas complètement verrouillée en raison du gravier dans le rail. Brian s'est agenouillé au seuil pour repositionner le bac en le plaçant à environ 3 pieds à l'intérieur de l'enclos. Son torse était à portée de la fente de la porte. L'ours, un mâle de 600 livres, était positionné à environ 8 pieds de la porte et s'est avancé à mesure que l'odeur de la nourriture se renforçait. L'ours a passé une patte avant dans l'ouverture de la porte coulissante et a tiré. La porte s'est ouverte de quelques pouces de plus et la deuxième patte de l'ours a rejoint la première, élargissant l'ouverture. Brian a tenté de reculer, mais l'emprise de l'ours a attrapé le bord de sa veste et son épaule. La force a déséquilibré Brian et le haut de son corps a été entraîné dans le seuil. L'ours a sécurisé une prise autour du torse de Brian avec ses 2 membres antérieurs, les griffes pénétrant ses côtés et son dos. Brian a été complètement tiré dans l'enclos et forcé de s'allonger au sol. Le poids de l'ours pressait sur la poitrine et l'abdomen de Brian. Les mâchoires de l'ours se sont refermées sur l'épaule gauche de Brian, écrasant les tissus et les os. Les jambes de Brian ont frappé le sol du parc mais l'ours a maintenu sa position. L'ours a déplacé sa prise vers le torse supérieur de Brian, exerçant une force compressive sur la cage thoracique. La pression a causé de multiples fractures des côtes et la respiration de Brian est devenue laborieuse et irrégulière. Dana a entendu le tumulte et a crié pour Pete et Alma. Pete a attrapé un extincteur et l'a déchargé à travers le filet sur la tête de l'ours. Alma a activé un klaxon à air et le bruit combiné à l'irritant chimique a poussé l'ours à lâcher prise et à se retirer dans le coin éloigné. Pete et Dana ont sorti Brian par la porte coulissante. La poitrine de Brian montrait une déformation significative avec des ecchymoses visibles et un gonflement sur toute la cage thoracique. Des lacérations profondes et des plaies par perforation couvraient ses épaules, ses côtés et son dos. Sa respiration était superficielle et irrégulière, et il ne réagissait pas. Dana a commencé la réanimation cardio-pulmonaire tandis qu'Alma appelait les services d'urgence. Les équipes d'urgence stationnées sur le terrain de foire sont arrivées en 12 minutes par la voie d'accès pour le bétail, mais Brian n'avait pas de pouls détectable. Des mesures avancées de soutien vital ont été tentées, mais Brian a été déclaré mort à l'hôpital. La cause du décès était un traumatisme thoracique compressif avec des blessures internes associées, notamment des contusions cardiaques et pulmonaires. La loi sur les animaux a été immédiatement suspendue et l'ours a été mis en quarantaine. L'USDA a lancé une enquête sur la construction des enclos, les protocoles d'alimentation et les normes de contact protégés. L'ours a ensuite été transféré dans un sanctuaire pour animaux sauvages. La mort de Brian Caldwell a mis en évidence les dangers des protocoles d'alimentation. Mais 9 mois plus tôt à Orlando, en Floride, la dresseuse Ellen Porter a dû affronter une menace différente à l'intérieur d'un bassin en acrylique avec un alligator américain de 8 pieds lors d'une cascade qui a mal tourné. C'était le 21 juillet de l'année 2020 à Orlando, en Floride, lorsqu'un spectacle aquatique itinérant a installé son attraction phare dans un grand chapiteau au parc des expositions du comté d'Orange. Le point central était un bassin en acrylique de 6 mètres sur 3,6 mètres rempli d'1,20 m de profondeur d'eau, conçu pour présenter des cascades rapprochées avec un alligator américain. Le char était posé sur une plateforme renforcée sous des lumières vives de scène et une machine à brouillard créait des effets atmosphériques. La chaleur humide de l'été rendait l'intérieur de la tente oppressant malgré les ventilateurs industriels fonctionnant à pleine capacité. Ellen Porter avait 35 ans et travaillait avec des reptiles depuis plus de 10 ans. Elle a commencé sa carrière dans un centre d'éducation à la faune avant de se tourner vers le spectacle, se spécialisant dans la manipulation des alligators et les démonstrations aquatiques. Le numéro qu'elle a réalisé consistait à se tenir sur une plateforme submergée à 18 pouces sous la surface de l'eau, tandis que l'alligator, sécurisé par une corde de capture enroulée près de ses membres antérieurs, restait dans une position contrôlée. Noah Grant, un gréeur aquatique de 30 ans, était responsable de vérifier le gréement de la plateforme et le mécanisme de libération rapide qui contrôlait la corde de capture. Valencia Cruz, 27 ans, opérait le projecteur, ajustant les angles du faisceau pour assurer la visibilité à travers l'eau et l'acrylique. Dr. Priya Nayar, âgée de 45 ans, a servi en tant que conseillère vétérinaire surveillant les modèles de respiration du crocodile et les indicateurs de stress. La corde de capture montrait une légère usure près du point d'épissure où elle se connectait au mécanisme de libération rapide, un détail que Noah avait noté mais avait décidé de remplacer après le spectacle. Lors de la répétition plus tôt dans la journée, l'alligator avait effectué un roulement rapide lorsque le pied d'Hélène avait effleuré le bord de la plateforme, suggérant une sensibilité accrue au contact. La sortie de la machine à brouillard combinée à l'éblouissement des lumières de la scène créait des zones de visibilité réduites au coin du réservoir. Le mécanisme à dégagement rapide était monté sous le bord de la plateforme, obligeant Hélène à se pencher et à atteindre l'eau pour le réinitialiser entre les séquences.
Les alligators américains sont de grands reptiles originaires du sud-est des États-Unis. Les mâles adultes peuvent atteindre des longueurs de 10 à 15 pieds et peser entre 400 et 800 livres. Les alligators possèdent des mâchoires puissantes, capables d'exercer des forces de morsure dépassant 2900 livres par pouce carré. Leurs dents sont coniques et conçues pour agripper, et ils utilisent une technique de chasse connue sous le nom de roulade de la mort, dans laquelle ils tournent rapidement leur corps tout en maintenant une prise pour désorienter et maîtriser leur proie. Les alligators sont des prédateurs embusqués avec une excellente vision en basse lumière et des récepteurs sensibles à la pression le long de leur mâchoire qui détectent les mouvements dans l'eau. Tout mouvement soudain ou contact près de leur zone de frappe peut déclencher une réponse défensive rapide. Le spectacle a commencé comme prévu. Hélène est entrée dans le réservoir et a pris position sur la plateforme immergée. L'alligator, un mâle de 8 pieds, pesant environ 280 livres, flottait en position stationnaire à environ 4 pieds de distance, maintenu en place par la corde de capture. La routine demandait à Hélène de guider l'alligator à travers un affichage de bouche ouverte contrôlé, puis de pivoter sur la plateforme pour se repositionner pour la séquence suivante, alors qu'Hélène s'accroupissait pour replacer le mécanisme de libération rapide sous la plateforme. La section effilochée de la corde de capture a échoué au niveau de l'œil de la cosse, se libérant de la manille d'ancrage. L'axe s'est formé dans la ligne, et l'alligator n'était plus retenu. L'alligator a avancé, fermant la distance de 3 pieds en moins d'une seconde. Ses mâchoires se sont ouvertes et ont mordu l'avant-bras droit d'Hélène. La force de la morsure a fait perdre l'équilibre à Hélène et elle est tombée de la plateforme dans la partie plus profonde du réservoir. L'alligator a maintenu sa prise et a initié un roulement rotationnel, faisant tourner son corps le long du coin du réservoir. Le corps d'Hélène a été tiré sous la surface et a tourné avec l'alligator. Son bras gauche est monté et a frappé le mur d'acrylique, mais l'alligator n'a pas lâché prise. Noah et Valencia ont réagi immédiatement. Noah a saisi une perche de contrôle du rack d'équipement et s'est déplacé vers le bord du réservoir. Valencia a crié pour le docteur. Nier, qui a couru pour aider, Noah a inséré le poteau dans l'eau et a exercé une pression sur le corps de l'alligator, essayant de perturber le roulis. L'équipage a soulevé le panneau de la plateforme pour créer plus d'espace de travail. Le docteur Nayer a utilisé un deuxième poteau pour faire levier contre la mâchoire de l'alligator. Après environ 10 secondes d'effort soutenu, l'alligator a lâché prise et s'est déplacé à l'autre bout du bassin. Noah et le docteur Nayer ont tiré Hélène à la surface et hors de l'eau. L'avant-bras droit d'Hélène présentait des lacérations profondes avec des os exposés et des tissus musculaires déchirés. Son visage et le haut de son corps étaient de pâle et elle ne respirait pas. De l'eau est entrée dans ses voies respiratoires lors de l'immersion prolongée et du mouvement de rotation. Noah a commencé la respiration artificielle pendant que Valencia appelait les services d'urgence. Les ambulanciers sont arrivés en 7 minutes, mais Hélène est restée inconsciente. Les soins avancés des voies respiratoires et la réanimation cardio-pulmonaire ont été commencés, mais elle a été déclarée décédée à l'hôpital. La cause du décès était la noyade avec une blessure traumatique contributive au bras droit. Le numéro de spectacle a été immédiatement arrêté et l'alligator a été mis en quarantaine. La commission de la conservation de la faune et de la flore de Floride a ouvert une enquête, examinant l'entretien des cordes, la conception de la plateforme et les protocoles de réponse d'urgence. La famille d'Hélène a publié une déclaration la décrivant comme passionnée par l'éducation à la faune. La mort d'Hélène Porter a souligné l'imprévisibilité de la manipulation des reptiles aquatiques, mais 4 ans plus tard, à Reno, Nevada, le dresseur Colin Drake ferait face à une défaillance catastrophique lors d'une répétition à huis clos avec des chimpanzés et une porte de service non sécurisée. C'était le 18 janvier 2024 dans un camp d'entraînement privé à la périphérie de Reno, Nevada, où une petite équipe se préparait pour une répétition fermée d'un numéro d'animaux de style vaudeville. L'installation comprenait plusieurs structures renforcées pour travailler avec des primates, y compris une salle de répétition de 24 pieds par 24 pieds avec des panneaux en acier renforcés de 8 pieds, un toit et une porte de service intérieure menant à un système de sas. Le complexe était exploité en propriété privée avec des permis pour la formation non destinés à l'exposition. À proximité, une équipe de maintenance testait un système de portes pneumatiques et les bruits intermittents de coups résonnaient à travers le complexe. Holland Drake avait 40 ans et travaillait avec des primates depuis près de 15 ans. Il a commencé sa carrière dans un centre de recherche avant de passer à la formation d'animaux pour le divertissement. La répétition ce jour-là impliquait 3 chimpanzés. 2 jeunes pesant environ 70 livres chacun et un mâle adulte pesant environ 120 livres. La routine comprenait des tonneaux, des montées à l'échelle et des exercices de ciblage à la main. Evelyn Park, une formatrice de 32 ans, dirigeait les séquences de ciblage tout en portant un bouclier pour la sécurité. Matteo Ruiz, 28 ans, travaillait comme technicien de l'installation et était sur place pour réparer une tige de portail coincée notée dans le journal de maintenance.
Harold Young, 57 ans, était le responsable des transitions de scène et du minutage des signaux pour le spectacle. La porte de service était équipée d'un système à double broche. Une broche supérieure et une broche inférieure, toutes deux devant être mises en place et sécurisées avec des cadenas. Ce matin-là, Matteo avait remarqué que la broche inférieure était collante et nécessitait un remplacement, mais la réparation avait été reportée. Pendant l'échauffement, le chimpanzé mâle adulte avait testé la flexion du panneau en rebondissant contre lui. Olin est entré dans la pièce portant une ceinture avec des pochettes pour friandises attachées. Le mâle adulte avait manifesté un fort intérêt pour les pochettes alimentaires lors des sessions précédentes. Les chimpanzés sont des primates très intelligents originaires des forêts et savanes de l'Afrique centrale et occidentale. Les mâles adultes peuvent peser entre 90 et 130 livres avec des constitutions musclées qui leur confèrent une force bien supérieure à celle d'un humain moyen. Les chimpanzés ont environ une force du haut du corps 1,5 fois supérieure à celle des humains par rapport à leur taille. Et leur force de morsure peut dépasser 1300 livres par pouce carré. Ils ont de longues canines capables de causer des blessures profondes. En captivité, ils conservent leur force naturelle et leurs instincts sociaux. Et toute menace perçue ou opportunité de nourriture peut déclencher des réactions rapides et intenses. La répétition a commencé par le travail à l'échelle, et les chimpanzés ont d'abord suivi les indications de ciblage. Cependant, les tests de la porte pneumatique ont commencé peu après, et les bruits intermittents ont détourné l'attention de l'homme adulte des cibles. Colin se tenait près du centre de la pièce, positionné entre l'homme adulte et la porte de service. La pochette à friandises, sur sa ceinture, était partiellement ouverte. L'homme adulte s'est dirigé vers Colin avec une vitesse soudaine. L'homme adulte a saisi la pochette de friandises et a tiré, déséquilibrant Colin. Colin a trébuché vers l'avant et le mâle adulte a maintenu sa prise sur la pochette et les vêtements de Colin. Les deux jeunes chimpanzés l'ont rejoint, tirant sur les bras et les jambes de Colin. Les jeunes ont imité l'agression du mâle dominant, un schéma d'escalade courant dans les hiérarchies de primates captifs. Colin a été traîné au sol près de la porte de service et l'adulte mâle s'est positionné au-dessus du torse de Colin. La cheville inférieure de la porte, qui n'avait pas été verrouillée avec son cadenas, permettait au panneau de s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. L'adulte mâle a mordu l'avant-bras gauche de Colin, les canines pénétrant profondément dans le muscle. Le bras droit de Colin se leva de manière défensive, mais le mâle adulte l'attrapa et le tira vers le bas. Les jeunes continuèrent à tirer sur les vêtements et les membres de Colin. Le mâle adulte mordit ensuite l'épaule droite de Colin, la force écrasant les tissus mous et causant des saignements importants. Les jambes de Colin frappaient contre le sol, mais le poids combiné des trois animaux le maintenait cloué. Evelyn et Harold réagirent immédiatement. Evelyn a attrapé sa planche de bouclier et s'est dirigée vers le groupe en criant des ordres. Harold a récupéré un extincteur et l'a dirigé vers l'homme adulte. Le bruit et l'irritant chimique ont fait fuir les jeunes, mais l'homme adulte est resté à sa place pendant plusieurs secondes supplémentaires avant de finalement lâcher Colin et de reculer. Matteo a ouvert la soute pour aider. Evelyn et Harold ont sorti Colin de la salle de répétition. L'avant-bras gauche de Holland présentait de profondes lacérations avec muscles et os exposés. Son épaule droite était gravement endommagée avec des plaies perforantes et des tissus déchirés. De multiples marques de morsures étaient visibles sur son torse, ses bras et ses jambes. La perte de sang était importante et la respiration de Colin était superficielle et rapide. Evelyn a exercé une pression sur les plaies pendant qu'Harold appelait les services d'urgence. Les secouristes sont arrivés en 10 minutes, mais Colin avait perdu connaissance et montrait des signes de choc. Des soins de traumatologie avancés ont été commencés sur place et Colin a été transporté à l'hôpital. Malgré l'intervention médicale, Colin a été déclaré mort environ 45 minutes après son arrivée. La cause du décès était une hémorragie massive due à de multiples blessures traumatiques. Le complexe a été immédiatement placé sous examen. Le département de l'agriculture des États-Unis et le département de la faune du Nevada ont lancé des enquêtes sur les protocoles de sécurité et les normes de gestion des primates. La famille de Collins a publié une déclaration demandant de respecter leur intimité. Les 3 chimpanzés ont été mis en quarantaine puis transférés dans un sanctuaire. La mort de Colin Drake a marqué le 5e incident mortel impliquant des animaux de cirque et de spectacle ces dernières années, soulignant les dangers persistants auxquels sont confrontés les dresseurs travaillant en étroite collaboration avec des espèces puissantes et imprévisibles. Merci d'avoir regardé. Vous voulez regarder plus ? Cliquez sur votre écran maintenant.